Un pays qui tire son nom d'une ligne invisible, l'équateur, qui le traverse de part en part, divisant la planète en deux hémisphères nord et sud rares, sont les endroits où la géographie se manifeste avec autant de force et de réalisme. Ici, cette ligne n'est pas une idée abstraite sur une carte. C'est une frontière vivante qui sillonne villes, volcans, rivières et forêts tropicales. Vu du ciel, l'équateur ressemble à un continent comprimé. La côte pacifique s'étend vers l'ouest, parsemée de sable et de verts mangroves. Les Andes se dressent abruptement comme une colonne vertébrale de pierre au centre, et au-delà, l'immense canopée plate de l'Amazonie, scintillante d'humidité. À 1000 km du continent, les îles Galapagos se dispersent dans l'océan, isolées et millénaires. C'est un pays de la taille du Royaume-Uni, mais à l'intérieur de ses frontières, on peut traverser presque tous les écosystèmes de la planète ici. L'air change rapidement. Sur la côte, le vent charrie le sel et l'odeur des bateaux de crevettes. Dans les montagnes, il devient léger et frais, embaumé d'eucalyptus et de fumée de poêles à bois. Plus à l'est, il s'alourdit et s'imprègne de l'humidité de la jungle. En une seule journée, on peut quitter la mer, traverser des glaciers et se retrouver au milieu des grenouilles tropicales qui coassent toute la nuit. Rares sont les endroits qui permettent un tel voyage sans changer de latitude. La géographie de l'équateur est façonnée par la collision de plaques océaniques et continentales qui soulèvent les Andes, creusant des vallées et des volcans qui dominent l'horizon. Ces montagnes emprisonnent les nuages, alimentant des centaines de rivières qui descendent vers le bassin amazonien. Il en résulte une biodiversité extraordinaire. On y trouve plus d'espèces d'oiseaux que dans toute l'Amérique du Nord, et des écosystèmes qui changent tous les quelques kilomètres. Les locaux l'appellent souvent El País de los Cuatro Mundos. Le pays des quatre mondes, chaque monde raconte sa propre histoire. La côte, ou la costa, est chaude, fertile et rythmée. Où bananes, plantains, cacao et fruits de mer rythment la vie. La Sierra, les hauts plateaux andins, abrite des villes coloniales et des sommets enneigés qui semblent à portée de main. L'Amazonie, ou El Oriente, vibre au rythme des rivières et des cigales. Berceaux de cultures qui vivent en harmonie avec la forêt depuis des siècles. Enfin, les Galapagos, isolés dans le Pacifique, se dressent comme un laboratoire naturel de l'évolution, un témoignage de la patience ancestrale de notre planète. Ce qui les unit, ce n'est ni la distance ni l'uniformité, mais le contraste. L'identité de l'équateur se construit sur ces points de rencontre, là où les montagnes côtoient la jungle, là où les ruisseaux froids se jettent dans les rivières chaudes, là où les places espagnoles côtoient les vestiges incas. Voyager ici, c'est passer sans cesse d'un climat à l'autre, d'une altitude à l'autre, tout en restant fidèlement sur la ligne qui désigne le pays. Cette bande invisible de latitude, 0 degré, traverse silencieusement vallées et champs, nous rappelant que cette terre se situe au centre du globe et, d'une certaine manière, le contient tout entier. L'équateur est l'un des rares endroits au monde où l'on a l'impression de parcourir la planète à toute vitesse. En quelques heures, un voyageur peut passer d'un volcan gelé à une plage tropicale ou troquer le silence humide de la forêt tropicale contre l'air pur des hautes Andes. Ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité quotidienne. Le voyage commence au niveau de la mer, sur la côte pacifique, où la chaleur matinale monte rapidement et où les pêcheurs remontent leurs filets chargés de crevettes et de corvinas. L'humidité est suffocante. Les palmiers se balancent au-dessus des routes sablonneuses et la vie s'écoule au rythme des marées. Vers midi, après quelques centaines de kilomètres parcourus vers l'est, la route amorce son ascension. L'air se raréfie, les nuages se rapprochent et la température chute à chaque virage. En seulement 3 ou 4 heures, on se retrouve déjà à plus de 3000 mètres d'altitude, traversant des vallées encadrées par des volcans aux sommets enneigés toute l'année.
L'Équateur est un monde vertical. C'est un pays où l'altitude prime sur la distance, où la différence entre forêt tropicale et glacier ne se mesure pas en kilomètres, mais en mètres de dénivelé. Le Cotopaxi culmine à 5897 mètres. Le Chimborazo à 6268. Et pourtant, à leurs pieds, s'étendent des terres agricoles et des villages où règne une douce chaleur printanière. On peut y prendre son petit déjeuner sous un soleil radieux et se retrouver avec des gants et une veste pour le déjeuner. Ces extrêmes créent ce que les scientifiques appellent des microclimats. Mais pour les habitants, c'est le quotidien. Sur les hauts plateaux, les agriculteurs cultivent des pommes de terre, du quinoa et du maïs. 2 heures plus bas, dans les vallées subtropicales, bananes et cacaoyers prospèrent. Encore plus bas, la forêt tropicale regorge de manioc, de papaye et de café. Ici, les saisons ne sont pas marquées par l'hiver et l'été, mais par l'altitude et les précipitations. La taille du pays rend cette diversité d'autant plus surprenante. Du nord au sud, l'Équateur s'étend à peine sur 450 km, une distance que l'on parcourt en moins d'une journée. Pourtant, on y trouve des forêts de nuages, de la toundra alpine, des mangroves et des récifs coralliens. C'est comme si un continent avait été condensé en un seul petit pays. Cette diversité compacte façonne le mode de vie et les voyages des Équatoriens. Sur les marchés andins, on trouve des fruits d'Amazonie côtoyant des fruits de mer côtiers. Au cours d'un même repas, il n'est pas rare de déguster des ingrédients issus de 3 écosystèmes différents. C'est aussi ce qui fait de l'Équateur un paradis pour les explorateurs. Chaque direction mène à un monde totalement différent, et aucun n'est loin. L'après-midi, on pouvait se tenir au-dessus des nuages sur les pentes du Chimborazo, le point de la Terre le plus proche du Soleil en raison du renflement équatorial. À la tombée de la nuit, on pouvait écouter le fracas des vagues à Montagnita ou le coassement des grenouilles près du fleuve Napo. À 2850 mètres d'altitude, Quito semble suspendu entre ciel et pierre. La ville s'étend le long d'une étroite vallée andine, coincée entre les flancs du volcan Pichincha et des crêtes qui se parent d'or sous le soleil de fin d'après-midi. L'air y est plus raréfié, vif, frais et pur. De celui qui rend chaque pas plus léger et plus lent, le temps de s'acclimater à l'altitude. Fondée par les Espagnols au XVIe siècle sur les vestiges d'une cité inca, Quito est l'une des capitales coloniales les mieux préservées d'Amérique latine et la première ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978. Sa vieille ville est un dédale de ruelles pavées et de bâtiments blanchis à la chaux aux toits de tuiles rouges. Son plan respecte encore le quadrillage tracé par les conquistadors, mais le temps a superposé les fondations incas, les façades baroques et les places républicaines en un ensemble harmonieux. Sur la Plaza Grande, cœur politique et historique de la ville, la vie s'écoule à un rythme paisible. Des vendeurs ambulants proposent jus de fruits et journaux tandis que les habitants se reposent sur des bancs à l'ombre des palmiers. Autour de la place se dresse la cathédrale, le palais présidentiel et des arcades où se mêlent guitares, radios de rue et carillons. À quelques pas de là, l'église de la Compagnia de Jesús scintille sous une épaisse couche de feuilles d'or. Un chef-d'œuvre baroque réalisé par des artisans indigènes dont les détails rivalisent avec ceux des plus grandes cathédrales d'Europe. Chaque recoin de la vieille ville semble s'ouvrir sur une autre histoire. Le monastère de San Francisco, où les frères franciscains déambulent encore dans de vastes cours remplies de colibris. La Plaza Santo Domingo, où flotte le parfum du maïs grillé provenant des charrettes à nourriture, et d'étroites ruelles bordées de balcons en bois croulant sous le poids des géraniums. Pour les visiteurs, une partie du charme de Quito réside dans sa verticalité. Les rues grimpent abruptement, offrant à chaque tournant des aperçus de dômes et de collines, depuis la basilique du Vœu national, dont les tours néo-gothiques sont ornées d'iguanes et de condors en pierre, toute la ville se déploie à ses pieds. Un mélange de toits coloniaux et de tours de verre modernes s'étirant vers le nord.
À la tombée du jour, habitants et voyageurs se rassemblent à El Panetillo, colline dominée par la statue ailée de la Vierge qui veille sur la ville de La. Quito scintille comme un fil de lumière tissé dans la vallée. La température chute rapidement, l'air se rafraîchit et l'on perçoit presque le bourdonnement de l'altitude. Ténu, immobile et pourtant vibrant d'énergie. À seulement 20 km au nord de Quito, se trouve ce qui justifie le nom de l'Équateur, la mitad del mundo, le milieu du monde. La route quitte les toits denses de la ville et grimpe à travers des vallées arides parsemées d'agaves, traversant de petits villages où les montagnes semblent se rapprocher à chaque virage. Lorsque le monument apparaît enfin, il est impossible de le confondre avec un autre. Un grand globe de pierre en équilibre sur un piédestal carré, marquant la latitude 0°0'0", la ligne qui divise la planète. Les visiteurs se tiennent debout, un pied dans chaque hémisphère, et prennent la photo incontournable de tout voyageur. Des bornes en laiton au sol tracent l'équateur invisible, et des drapeaux de toute l'Amérique latine flottent au vent. Aménagé dans les années 1970, le site commémore la mission géodésique française venue ici au XVIIIe siècle pour mesurer la courbure de la Terre. C'est cette expédition qui a confirmé que la planète est légèrement renflée à l'équateur, faisant de l'équateur le pays le plus proche du Soleil. Mais à quelques centaines de mètres de là, le musée Intignán offre une expérience différente et un retour à la réalité. La technologie GPS a révélé par la suite que le monument se situe légèrement en dehors de la véritable ligne équatoriale à Intignán. Des guides indiquent où passe le véritable zéro de latitude et proposent de petites démonstrations. Faire tenir un œuf en équilibre sur un clou, observer l'eau s'écouler verticalement ou tourner sur soi-même à travers les hémisphères. Certaines de ces expériences sur l'équateur relèvent davantage du divertissement que de la science. L'effet Coriolis, par exemple, ne change pas réellement de direction à une si petite échelle, mais elle suscite la curiosité que ce lieu inspire au-delà des artifices. Ce qui compte, c'est la sensation d'être au centre du globe. Le soleil est au zénith à midi, les ombres se rétrécissent sous vos pieds et la lumière, d'une pureté verticale, fait ressortir les couleurs avec éclat. Ciel bleu, toit rouge, collines dorées. Des artisans locaux vendent des globes miniatures et du chocolat au cacao des hauts plateaux. Tandis que les guides évoquent avec fierté la place de l'équateur dans la géographie et l'histoire du monde. En fin d'après-midi, il vaut la peine de retourner vers Quito et de gravir El Panecillo, la petite colline surmontée de la Vierge ailée qui domine la capitale. De là, la ville s'étend sur des kilomètres entre les plis des Andes. Et par temps clair, le cône enneigé du Cotopaxi se dresse au loin. Le vent est froid et charrie des effluves d'eucalyptus et de cuisine de rue. Alors que le soleil décline, le monument du milieu du monde brille faiblement à l'horizon. Un petit point sur la carte d'une immense planète debout là. On comprend que l'équateur n'est pas qu'une simple ligne. À 2 heures au nord de Quito, la route serpente à travers des vallées verdoyantes et des lagunes jusqu'à atteindre Otavalo, une ville où la couleur semble avoir son propre langage niché, entre les volcans Imbabura et Cotacachi. Cette ville commerçante andine pratique le commerce depuis des siècles. Bien avant l'arrivée des caravanes espagnoles ou des touristes modernes, chaque samedi, dès l'aube, la plaza de Los Ponchos s'anime. Les étals de toile se dressent comme des voiles colorés et bientôt la place se transforme en une tapisserie vivante. Des vendeurs déplient des couvertures tissées, des femmes confectionnent des colliers de corail et de tagua, des enfants jouent entre des piles de pulls en alpaga. Ce n'est pas qu'un simple marché, c'est un véritable musée vivant de la culture Otavalo, l'une des communautés indigènes les plus anciennes et les plus résilientes d'Équateur.
Les habitants d'Otavaleños sont réputés dans toute la cordillère des Andes pour leur artisanat et leur indépendance. Vêtus de leurs habits traditionnels, les hommes en pantalon blanc et poncho bleu, les femmes en blouse brodée et colliers de perles dorées, ils ont su préserver leur identité malgré leurs voyages à travers le monde pour vendre leurs créations. Certaines familles exportent leurs textiles jusqu'à Tokyo et New York, mais les jours de marché, on les trouve encore assis sur des nattes tressées, filant la laine et nouant des fils à la main. Les textiles sont l'âme d'Otavalo. Chaque poncho, chaque écharpe, chaque tenture murale raconte une histoire. Des condors tissés dans des ciels géométriques, des volcans stylisés en rouge et orange, des bordures en zigzag symbolisant rivières et chemins. Le rythme du tissage, régulier et patient, résonne dans les cours autour de la place. L'air s'emplit des effluves de maïs grillé, de bananes plantains et de hornado, un ragoût de porc mijoté qui luise au soleil. Des vendeurs ambulants proposent de la chicha de jora, une boisson fermentée à base de maïs, tandis que flûte de pan et guitare jouent des mélodies andines familières. La musique, au rythme des conversations de la foule, se mêle à une atmosphère à la fois intemporelle et vibrante de vie. Si l'on s'aventure au-delà du marché, d'étroites ruelles mènent à des ateliers où des familles teignent la laine avec des pigments naturels. Cochenille pour le rouge, indigo pour le bleu, eucalyptus pour le vert. Les teintures tachent leurs mains, mais pas leur fierté. Elles parlent de l'art comme d'un héritage, de la transmission du savoir-faire à leurs enfants pour que les motifs ne s'effacent jamais. L'après-midi, les couleurs se fondent sous le soleil et le marché expire lentement. Les étals sont rangés, les bâches pliées, les champs s'évanouissent dans les collines. Il ne reste que le souvenir d'un lieu où le commerce prend moins l'allure de transaction que de dialogue, entre passé et présent, entre art et survie. Le marché d'Otavalo n'est pas seulement le lieu où l'Équateur se vend au monde. C'est là que le monde vient rencontrer le cœur même de l'Équateur, dans le scintillement des fils tissés, le bourdonnement d'une flûte et la chaleur d'un sourire échangé autour d'une écharpe tissée à la main juste à l'ouest d'Otavalo. La route grimpe à travers une mosaïque de champs verdoyants et de bosquets d'eucalyptus en direction de l'un des sites naturels les plus remarquables d'Équateur. La Laguna Quicocha, le lac des dieux. Formé dans un cratère volcanique effondré, ce lac d'un bleu saphir s'étend sur 3 km, sa surface étant parsemée de 2 petits îlots boisés qui semblent flotter comme des émeraudes. Du bord du lac, le panorama est grandiose. Des nuages dérivent au ras de l'eau et la silhouette imposante du volcan Imbabura se dresse au loin. Le lac Quicocha tire son nom du mot quichua Quicucha, qui signifie « lac du cobaye ». La légende raconte que ces îles centrales ressemblent à la forme de cet animal, symbole de fertilité et de vie dans les cultures andines. En réalité, le lac est né d'une éruption il y a environ 3000 ans, témoignant du temps où ce miroir serein était en ébullition. Aujourd'hui, seuls de légers remous et le passage occasionnel d'une barque transportant des visiteurs anime ces eaux d'un bleu profond. Le sentier du bord du cratère de Quicocha fait le tour du cratère. Une randonnée de 14 km qui prend environ 5 heures. Le long du chemin, l'air embaume le pin et la terre volcanique. Le vent apporte des bouffées de froid soudaines, et à chaque tournant, le panorama change. Tantôt le lac scintillant en contrebas, tantôt les sommets enneigés lointains du Cayambe ou du Cotacachi qui scintillent au soleil. Des orchidées sauvages et des colibris apparaissent là où la forêt s'épaissit. Et dans les clairières, on peut croiser des agriculteurs locaux cultivant de petites parcelles de maïs sur les pentes abruptes. Il existe aussi des sentiers plus courts et des points de vue, parfaits pour ceux qui viennent simplement admirer le paysage. Depuis le principal belvédère près du centre d'accueil, le cratère tout entier se déploie comme une carte vivante. La couleur du lac change au gré du ciel.
indigo profond le matin, gris acier à midi et argenté au coucher du soleil. Le week-end, des guides locaux racontent comment d'anciens prêtres venaient autrefois ici accomplir des rituels en l'honneur des esprits de la terre et de l'eau. Au pied du cratère se trouve Cotacachi, une ville paisible réputée pour ses ateliers de maroquinerie. L'odeur du cuir tanné se mêle au bruit des marteaux qui façonnent ceintures, bottes et sacs. À quelques kilomètres de là se situe San Antonio de Ibarra, un village où les artisans sculptent le cèdre et le balsa en représentation de saints, d'anges et d'animaux, un savoir-faire transmis de génération en génération. Cette région d'Imbabura est surnommée la province des lacs et des artistes, où presque chaque famille semble exercer une activité manuelle. Éveillant sur tout cela, l'Imbabura, montagne sacrée, est un symbole fort. Les habitants l'appellent Taita Imbabura, Père Imbabura, figure protectrice dont les flancs nourrissent les vallées de pluie et de terre fertile. De sa base jusqu'à son sommet culminant à 4600 mètres, le volcan est couvert de cultures, de lacs et d'histoires. Ensemble, Quicosha et Imbabura forment un équilibre parfait. Eau et terre, légende et vie, nous rappelant qu'en Équateur, la nature n'est jamais qu'un simple décor. Elle est une famille. Traversant le cœur de l'Équateur, la route panaméricaine dessine un corridor si spectaculaire qu'Alexander von Humboldt la surnommait l'avenue des volcans. De part et d'autre, les Andes se dressent comme deux murs jumeaux. Leur sommet dissimulé derrière les nuages ou scintillant sous la neige. En quelques heures de route, on croise plus de volcans que dans presque aucune autre région du monde. Un spectacle vivant de feu et de glace. Le premier géant qui se dresse à l'horizon est le Cotopaxi, l'un des plus hauts volcans actifs du monde, culminant à 5897 mètres. Sa forme conique parfaite, coiffée d'un manteau blanc, est devenue un symbole de l'Équateur situé dans le parc national du Cotopaxi, à seulement 50 km au sud de Quito. Il attire randonneurs, cyclistes et alpinistes tout au long de l'année. Même ceux qui ne tentent pas l'ascension du sommet peuvent se rendre en voiture jusqu'au refuge José Rivas, à 4800 mètres d'altitude, où l'air est raréfié et le paysage lunaire, un désert de cendres et de silence seulement troublé par le souffle du vent et le grondement lointain des avalanches. Lorsque les nuages se dissipent, le glacier du Cotopaxi scintille au soleil comme du verre. En continuant vers le sud, la route serpente à travers des vallées bordées de fermes florales et d'haciendas, jusqu'à la ville de Baños de Agua Santa, porte d'entrée du volcan Tungurahua. Culminant à 5023 mètres, le Tungurahua est l'un des sommets les plus actifs d'Équateur. Ces éruptions des dernières décennies ont façonné le paysage et la vie de ses habitants. Depuis les terrasses surplombant Baños, on peut parfois apercevoir de la fumée s'élever du cratère, signe que cette montagne respire encore. La région est réputée pour ses sources thermales, ses sports d'aventure et ses canyons luxuriants. Des tyroliennes traversent des cascades et des sentiers de randonnée mènent à des points de vue comme Bella Vista ou la Casa del Arbol, où la célèbre balançoire du bout du monde permet de planer au-dessus d'une mer de nuages avec le Tungurahua en toile de fond. Plus au sud se dresse le roi de tous, le Chimborazo, le plus haut sommet d'Équateur culminant à 6263 mètres. Bien qu'il ne soit pas la plus haute montagne du monde en altitude, il possède une particularité unique. En raison du renflement équatorial de la Terre, son sommet est le point le plus proche du Soleil. Depuis le refuge Carrel, à 4850 mètres, les alpinistes entament la longue ascension glacée, tandis que les promeneurs préférant rester en contrebas peuvent emprunter les sentiers qui traversent le Paramo, où des vigognes sauvages paissent sous la limite des neiges. L'air raréfié y est imprégné d'un silence cristallin qui confère à chaque pas une dimension sacrée, éparpillée le long de la route. Des refuges de montagne et d'anciennes haciendas offrent des feux de cheminée chaleureux, de généreuses soupes et des vues imprenables sur les volcans. Ici, l'expérience ne se limite pas à admirer les montagnes, elle consiste à vivre au cœur de leur essence.
l'avenue des volcans concentre toute la puissance des Andes sur une seule route, où chaque horizon dévoile un nouveau sommet, une nouvelle histoire. Un nouveau rappel que l'Équateur est un petit pays au paysage vertigineux. À 1h30 au sud de Quito, l'air se transforme, plus raréfié, plus vif, chargé de la fraîcheur de l'altitude. Une arche de pierre marque l'entrée du parc national du Cotopaxi et au-delà, la route grimpe à travers un paramo vallonné où les herbes dorées ondulent sous le vent et où des chevaux sauvages galopent en liberté. À chaque virage, l'horizon s'élargit, jusqu'à ce qu'enfin, il se dévoile. Le Cotopaxi, culminant à 5897 mètres, son cône de neige parfait se dressant au-dessus d'une mer de nuages. Le parc s'étend sur près de 34 000 hectares. Une mosaïque de plaines, de crêtes volcaniques et de zones humides andines. Ici, le taux d'oxygène diminue, mais la vie s'adapte de façon remarquable. Des troupeaux de lamas et de chevaux sauvages paissent près de la lagune de Limpopongo, leurs reflets scintillant dans l'eau glacée. Des renards andins se déplacent silencieusement dans le maquis, tandis qu'au-dessus, des caracaras et des condors décrivent de lents cercles dans le ciel. La lumière change rapidement, tantôt dorée, tantôt voilée de brume, conférant au Cotopaxi une personnalité vibrante. Plusieurs itinéraires permettent aux visiteurs de traverser le parc. La plupart débutent au point de contrôle de Mariscal Sucre, où des guides expliquent le terrain et les précautions à prendre en raison de l'altitude. De là, la route de gravier mène à Limpopongo, un circuit de randonnée facile offrant des vues panoramiques sur le Cotopaxi et le volcan Rumiñahui. Les rives du lac sont parsemées de Chuquiragua, la fleur des Andes orange, très appréciée des colibris. Par temps clair, c'est l'un des meilleurs endroits pour photographier le reflet du Cotopaxi dans l'eau calme. Plus haut, la route devient plus raide et plus rocailleuse à mesure qu'elle grimpe vers le refuge José Rivas, à 4864 mètres d'altitude. La dernière partie se fait à pied. Une ascension de 40 minutes dans du sable volcanique qui se dérobe sous les pas. Le vent est froid et chargé d'une légère odeur électrique de soufre. Arrivé au refuge, on peut faire une pause pour un thé chaud et s'acclimater, en sentant l'altitude peser sur la poitrine. De là, les alpinistes expérimentés entament leur ascension nocturne vers le sommet, encordés sous les étoiles pour atteindre le glacier à l'aube, mais nul besoin d'atteindre le sommet du Cotopaxi pour ressentir sa grandeur. Autour du parc, des villages comme Moulalo et San Agustín de Callao offrent un aperçu de la vie au pied du volcan. D'anciennes haciendas accueillent les voyageurs avec leurs cours en pierre, leurs couvertures en alpaga et leurs récits transmis de génération en génération. Ici, les guides parlent non seulement des sentiers de randonnée, mais aussi de l'esprit du volcan, de la façon dont les peuples anciens le considéraient comme un protecteur sacré, un lien entre les hommes et les dieux. En fin d'après-midi, les nuages enveloppent le sommet comme de la fumée, le dissimulant à nouveau. Tandis que vous quittez le parc, les derniers rayons du soleil caressent la plaine, teintant les herbes d'ambre difficile de dire si le silence qui suit émane de la terre ou de vous, ce calme que seule une telle immensité peut engendrer. Entre les hauts plateaux glacés et l'Amazonie dense, se niche une ville où les Andes commencent à respirer un air chaud. Baños de Agua Santa, plus simplement appelée Baños. Perchée à 1820 mètres d'altitude, elle offre un paysage où les montagnes se parent de vert, où l'air s'alourdit de brume et où des cascades grondent de chaque falaise capitale équatorienne de l'aventure. C'est un lieu vibrant, à la fois station thermale et haut lieu de l'adrénaline, le tout au cœur d'un paysage volcanique d'une beauté exceptionnelle. Le village est niché au pied du volcan Tungurahua, dont le nom en quichua signifie « gorge de feu ». Depuis des décennies, ces grondements et ces éruptions façonnent la vie locale, tantôt menaçant, tantôt bénissant la vallée d'une terre fertile.
de la place centrale, on aperçoit les pentes sombres du volcan qui s'élèvent abruptement derrière les toits de tuiles rouges, tandis que la basilique de la Vierge de l'eau sainte se dresse, à la fois point de repère et symbole de protection. À l'intérieur, des fresques représentent des villageois portant des statues de la Vierge pour apaiser la fureur du Tungurawa. Une tradition qui imprègne encore la foi locale. Banyo doit son nom aux sources thermales qui jaillissent des profondeurs volcaniques. Des bassins d'eau minérale fumante, aux températures et couleurs différentes, bordent la ville. Les habitants s'y rendent avant l'aube, lorsque l'air est frais et le ciel encore sombre, pour profiter de cette chaleur presque sacrée. Certains croient que ces eaux guérissent le corps et l'esprit, un point de départ ou d'arrivée idéal pour tout voyage dans les Andes. Mais ce qui attire vraiment les voyageurs, c'est la combinaison de nature et d'aventure. Juste après la ville commence la Ruta de las Cascadas, la route des cascades. Une route étroite longe la rivière Pastaza qui traverse le canyon en direction du bassin amazonien bordé de dizaines de cascades. La plus célèbre est le Pailón del Diablo, ou le chaudron du diable, une chute d'eau rugissante de 80 mètres de haut, cachée derrière une épaisse jungle. Des ponts et des escaliers en bois permettent de s'en approcher si près que les embruns vous éclaboussent le visage et que le bruit assourdissant vous coupe le souffle. Pour les amateurs de sensations fortes, Baños est un paradis. Au programme, tyrolienne au-dessus des canyons, rafting en eau vive sur la Pastaza, saut à l'élastique et VTT sur des routes taillées à même la falaise. Mais même dans ces moments les plus sauvages, c'est le paysage qui captive le regard. Les crêtes verdoyantes se fondent dans la brume, le bourdonnement des insectes de la jungle en contrebas, l'écho de l'eau omniprésent au-dessus de la ville. Sur une crête faisant face au volcan se dresse la Casa del Árbol, la maison dans l'arbre. De sa plateforme en bois est suspendue la célèbre balançoire du bout du monde. On se balance au-dessus du vide, la vallée s'étendant à perte de vue. Pendant quelques secondes, le temps s'arrête. Il ne reste que le vent. Le mouvement et la vue du Tungurawa au loin Baños est une pause idéale entre deux mondes. Dernière étape avant l'Amazonie, point de rencontre entre le feu et la forêt. Ici, les Andes s'adoucissent. Les rivières coulent plus vite et chaque son, des sources bouillonnantes aux cascades tumultueuses, rappelle que le cœur de l'équateur bat encore sous les montagnes. En quittant Baños, débute la Ruta de las Cascadas, une route sinueuse de 20 km qui ressemble davantage à un parc d'aventures à ciel ouvert qu'à une route. Suivant le cours du fleuve Pastaza en direction du bassin amazonien, l'itinéraire se faufile à travers des canyons escarpés et une forêt tropicale où chaque virage dévoile une nouvelle cascade dévalant les falaises. Au total, on compte plus d'une douzaine de cascades importantes, mais un nom se distingue toujours. Pailón del Diablo, le chaudron du diable. On peut parcourir cet itinéraire de multiples façons, à vélo, en bus ou en camionnette traditionnelle, Shiva, mais le vélo est devenu le moyen de transport privilégié. Les cyclistes dévalent la pente au son de l'eau vive, s'arrêtant aux ponts suspendus et aux petits points de vue. Des échoppes bordent la route et proposent du jus de canne à sucre, du maïs grillé et du chocolat artisanal à base de cacao local. Ce n'est pas qu'une simple balade en voiture. C'est un tableau saisissant des Andes qui se transforment en jungle. La température grimpe, la végétation s'épaissit et l'air embaume la pluie. Le premier arrêt important est la cascade d'Agoyan, une double chute d'eau située près de la centrale hydroélectrique qui alimente une grande partie de la région. De là, la route longe une succession de petites cascades, le manteau de la Novia ou voile de la mariée, ainsi nommé pour ses fines embruns blancs. Un court trajet en téléphérique appelé localement Tarabita permet de traverser le canyon, tandis que la rivière gronde des centaines de mètres plus bas. Le trajet dure moins d'une minute mais donne l'impression de voler à travers la brume. Vient ensuite le clou du spectacle.
le Pailón del Diablo. Pour l'atteindre, on laisse son véhicule et on emprunte un sentier pavé qui serpente à travers une végétation dense. Le grondement s'intensifie à chaque pas jusqu'à ce qu'on atteigne les plateformes d'observation aménagées dans la roche. La cascade chute de plus de 80 mètres, s'écrasant dans une gorge étroite avec une telle violence que l'air se volatilise. Le bruit est assourdissant, de ceux qui vous emplissent à la poitrine. On peut l'approcher de deux côtés. Un sentier mène à un pont offrant une vue imprenable, tandis qu'un autre permet de ramper derrière la cascade elle-même. À travers des tunnels glissants où les embruns aveuglent et où les rires se mêlent au grondement du tonnerre. Là, on comprend aisément pourquoi les habitants l'ont baptisé du nom du diable, non par peur, mais par admiration. La puissance qui s'en dégage est presque surnaturelle, la force brute de l'eau sculptant la roche au fil des siècles. Les jours ensoleillés, des arcs-en-ciel apparaissent dans la brume. Les jours de pluie, le débit des chutes double, étouffant leur propre écho au-delà de Pailón del Diablo, la route se poursuit vers l'est en direction de Puyo. Porte d'entrée de l'Amazonie, mais la plupart des voyageurs retournent à Baños, trempés, exaltés et le sourire aux lèvres. La Ruta de las Cascadas est l'un de ces rares itinéraires où le voyage est la destination. Un lieu où l'on ne se contente pas d'observer la nature. On l'écoute, on la ressent et on en porte le rythme longtemps après s'être séché. Quittant les hautes Andes, la route plonge vers l'est en une succession de virages serrés. L'air se réchauffe, le parfum des pins s'estompe et soudain, vous êtes entouré d'une végétation luxuriante, lianes, fougères géantes et palmiers si denses qu'ils vous protègent du soleil. C'est à cet instant que l'équateur se métamorphose. En quelques heures seulement, vous passez de près de 3000 mètres à moins de 500. Le paysage s'ouvre sur le bassin amazonien et tous vos sens sont en éveil. Le trajet de Baños à la forêt tropicale traverse des villes comme Tena et Coca, deux des principales portes d'entrée de l'Amazonie équatorienne. En chemin, la température dépasse les 25 degrés Celsius, l'air s'alourdit d'humidité et la pluie, intermittente, tombe à verse. Le paysage s'adoucit. Fini les crêtes rocheuses et les sommets enneigés, place aux collines ondulantes enveloppées de brume et au murmure incessant de l'eau. Les rivières s'élargissent ici, se rejoignant en affluents qui alimentent finalement le puissant fleuve Amazone. La route de Tena longe le fleuve Napo, source de vie pour les communautés riveraines. On aperçoit d'abord des maisons en bois sur pilotis, des bananiers et des fleurs éclatantes, hibiscus, héliconia et orchidées qui s'accrochent aux branches. Des oiseaux traversent la route en éclairs de couleurs. Papillons morpho bleus, perroquets et tangaras. Dans les petits villages, les étals regorgent de papayes, de cabosses de cacao et de goyaves. C'est un monde plus doux, mais plus vivant. Tout y pousse, tout y bouge. Le rythme culturel change lui aussi. Dans les hautes terres, la vie est rythmée par le froid. Ici, elle l'est par le fleuve. Les communautés quichua accueillent les voyageurs dans leur village, leur offrant de la chicha, une boisson fermentée à base de yucca, et partageant des récits sur la forêt. Les habitants pratiquent encore la chasse et la pêche traditionnelle, même si beaucoup y associent désormais l'écotourisme et l'artisanat. Il n'est pas rare de rencontrer des guides capables d'identifier chaque oiseau par son chant, chaque plante par son usage. Médicinal, alimentaire ou rituel Tena, surnommée la capitale de la cannelle pour ses arbres odorants, est souvent la première étape incontournable pour les visiteurs qui s'aventurent au cœur de la jungle. De là, on peut participer à des excursions en canoë qui serpentent à travers d'étroits canaux ou séjourner dans des écolodges bercés par les sons de la forêt, le chant des grenouilles et des cigales, et le murmure lointain de la pluie. Quelques heures plus à l'est se trouve Coca, point de départ d'expéditions plus longues dans le parc national Yasuni, l'une des régions les plus riches en biodiversité de la planète. Debout sur les rives du Napo, le contraste avec les Andes est saisissant.
Il y a quelques centaines de kilomètres à peine, on respirait un air raréfié sous les glaciers. À présent, le bourdonnement des insectes couvre presque entièrement le bruit de vos pensées. L'Amazonie n'est pas une destination, c'est comme pénétrer dans un autre monde, un monde où les règles sont différentes, où l'air est vibrant et où la nature ne murmure pas, elle rugit. Au cœur de l'équateur oriental, là où les rivières Napo et Curare serpentent à travers une forêt infinie, se trouve le parc national Yasuni, l'un des lieux les plus riches en biodiversité de la planète. Les scientifiques le surnomment « bibliothèque vivante », une étendue de terre où presque chaque arbre, insecte et oiseau semble receler une nouvelle découverte. Couvrant près de 10 000 km², Yasuni se situe au carrefour des Andes, du bassin amazonien et de l'équateur, une combinaison qui a engendré une vie d'une richesse inouïe. Ici, un seul hectare de forêt peut abriter plus d'espèces d'arbres que les États-Unis et le Canada réunis. Plus de 600 espèces d'oiseaux ont été recensées, ainsi que 200 espèces de mammifères, 120 espèces de reptiles et des milliers d'insectes encore non identifiés. De minuscules grenouilles dendrobates scintillent dans le sous-bois. Des dauphins roses de rivière font surface dans les courants lents. Des singes hurleurs rugissent à l'aube, faisant trembler la canopée comme le tonnerre. Même le silence, lorsqu'il s'installe, vibre d'une vie invisible. La plupart des voyageurs rejoignent Yasuni par voie fluviale, partant de Coca et naviguant pendant des heures en pirogue à moteur le long du Napo. Plus on s'enfonce dans la réserve, plus la forêt se densifie. Les arbres atteignant 40 mètres de hauteur, enchevêtrés de lianes aussi épaisses que des cordes. De nombreux lodges se nichent au cœur de la réserve, construits sur pilotis au bord de lagunes aux eaux noires ou dissimulés sous d'immenses fromagers. De là, des randonnées guidées permettent d'explorer des sentiers qui dévoilent les incroyables strates de la forêt, des champignons bioluminescents aux broméliacées qui poussent dans la canopée. Pour une vue à couper le souffle, les tours d'observation et les ponts suspendus offrent un panorama inoubliable. À 30 mètres du sol, on contemple la forêt tropicale comme peu de gens l'ont fait. Une mer verte infinie qui s'étend à perte de vue. Des volées d'arras jaillissent de la cime des arbres et des singes bondissent de branche en branche avec une telle grâce qu'ils semblent flotter. L'air est chaud et imprégné des senteurs de terre et d'orchidées. Mais Yasuni n'est pas qu'une réserve faunique. C'est aussi le foyer de plusieurs nations autochtones, dont les Kichwa, les Waorani, les Tagaeri et les Taroménanes, qui vivent en isolement volontaire au cœur de la forêt. Leur connaissance des plantes et des animaux est profonde, transmise de génération en génération comme une carte orale de survie et de respect. Pour eux, chaque arbre a une utilité, chaque rivière un nom, chaque son une signification. Aujourd'hui, Yasuni est au cœur des débats mondiaux sur la conservation. Son sous-sol recèle de riches réserves de pétrole, et depuis des années, l'Équateur s'efforce de trouver un équilibre entre la protection de la forêt et la satisfaction des besoins économiques. Malgré les difficultés, des efforts communautaires et scientifiques se poursuivent pour la préserver, notamment par la création de programmes d'écotourisme, de stations de recherche et de zones protégées où l'extraction est interdite. Visiter Yasuni, c'est éprouver à la fois émerveillement et responsabilité. Cela nous rappelle que l'Amazonie n'est pas une étendue sauvage abstraite, mais un organisme vivant, porteur de la mémoire même de la planète. Chaque goutte de pluie, chaque chant d'oiseau, chaque bruissement de feuilles fait partie d'une histoire qui a commencé bien avant nous et qui dépend de nous pour se poursuivre. Au-delà des fleuves et des forêts tropicales, le véritable cœur de l'Amazonie équatorienne bat au rythme de ses habitants, des communautés qui y vivent depuis des siècles, façonnant la forêt et étant façonnées par elle. Parmi eux, les Kichwa et les Waorani se distinguent comme gardiens d'un savoir ancestral dont les traditions offrent un aperçu d'un monde profondément enraciné dans l'équilibre, le respect et l'interdépendance avec la nature. Les communautés Kichwa, installées le long des rivières Napo et Pastaza, vivent dans des maisons en bois ouvertes aux toits de chaume, entourées de vergers de manioc, de bananiers et de cacaoyers. Leur journée commence tôt, au chant des coqs et des oiseaux de rivière,
et dans la brume matinale qui s'élève doucement, voilée par la fumée des feux. Les femmes préparent la chicha de yucca, une boisson fermentée essentielle à la fois à la vie quotidienne et aux cérémonies, tandis que les hommes partent pêcher en barque ou cultivent de petites fermes appelées chakras. Le soir venu, on se raconte des histoires, des légendes sur les esprits protecteurs des arbres et des rivières, à la lueur des feux, sous un ciel étoilé. Les Waorani, dont le territoire s'étend profondément dans la forêt, étaient autrefois des chasseurs-cueilleurs nomades réputés pour leur connaissance inégalée de la jungle. Chaque sentier, chaque odeur, chaque son revêt une signification particulière à leurs yeux. Leur vision du monde repose sur l'idée que la forêt n'est pas une ressource mais un être vivant. Un parent à écouter, non à conquérir. La chasse est guidée par des rituels, les plantes sont cueillies avec gratitude, et les champs accompagnent aussi bien le travail que le repos aujourd'hui. Les visiteurs peuvent découvrir ce monde grâce au tourisme communautaire, un mouvement en plein essor qui allie échange culturel et préservation de l'environnement. Au lieu de grands complexes hôteliers, les voyageurs séjournent dans des écolodges gérés localement, souvent construits avec des matériaux traditionnels et alimentés à l'énergie solaire. Les revenus générés financent l'éducation, la santé et la protection des forêts, garantissant ainsi que le développement ne rime pas avec destruction. Dans un lodge quichua, vous pourrez apprendre à tresser des paniers en fibres de palmier chambira, à vous maquiller le visage avec des graines d'akiote ou participer à une randonnée guidée en forêt où chaque plante a une utilité médicinale, alimentaire ou utilitaire. En territoire Waorani, les guides vous montreront comment utiliser une sarbacane, comment trouver des insectes et des fruits comestibles et comment déchiffrer les signes de la forêt. Les cris des singes, les empreintes de tapirs, les traces de fourmis qui indiquent des sentiers cachés. La gastronomie amazonienne est un voyage en soi. Du métaux à la salade de cœur de palmier en passant par le fruit sucré du chonta, chaque plat porte les saveurs de la forêt. Les repas sont partagés, reflétant une philosophie plus profonde. Le bien-être naît du don, du partage et de l'entraide. Pourtant, ces communautés sont confrontées à de réels défis. La déforestation, l'extraction pétrolière et le changement climatique menacent leurs terres et leur mode de vie. Grâce au tourisme durable et à l'activisme local, nombre d'entre elles reprennent le contrôle de leur avenir, alliant savoirs ancestraux et outils modernes pour protéger ce qui reste. Parcourir ces villages, c'est comprendre que la plus grande force de l'Amazonie réside non seulement dans sa biodiversité, mais aussi dans sa diversité culturelle. Un rappel vivant que le développement durable commence par l'écoute, l'apprentissage et le respect de ceux qui ont toujours su vivre avec la forêt. Et non contre elle. Quand la nuit tombe en Amazonie, le monde ne s'arrête pas, il s'éveille. L'air s'épaissit, les étoiles scintillent, et la forêt vibre d'une vie si intense qu'on a l'impression que la terre elle-même respire. Ici, l'obscurité n'est pas absence, mais abondance. Une présence vivante et murmurante qui emplit chaque interstice entre les feuilles et l'ombre. Alors que le soleil disparaît derrière la cime des arbres, les dernières lueurs orangées se fondent dans le bleu, puis dans une obscurité si profonde qu'elle semble palpable. La température baisse légèrement, mais l'humidité reste lourde, s'accrochant à la peau comme une brume invisible. On perçoit l'odeur de la rivière, à la fois métallique et sucrée, et le parfum profond et vert de la végétation qui exhale encore la chaleur du jour. Puis le chœur commence. D'abord une cigale solitaire chante, un bourdonnement aigu et mécanique qui pulse au rythme de l'air. Puis une autre se joint à elle, puis une autre, jusqu'à ce que le son devienne un mur sonore, un bourdonnement électrique et scintillant. En dessous, des grenouilles ajoutent leurs percussions, des toc-toc-toc, creux provenant de flaques d'eau invisibles. Quelque part au-dessus, un oiseau nocturne, peut-être un potou, pousse son cri envoûtant, semblable à celui d'une flûte, et un bruissement d'ailes balaie la canopée. Toutes les quelques secondes, quelque chose bouge. Une branche craque, des feuilles frémissent. La forêt est agitée, mais non chaotique. Elle vibre selon un ordre invisible, une pulsation plus ancienne que le temps.
Des lucioles clignotent parmi les racines, constellations au ras du sol. Des papillons de nuit, gros comme la main, voltigent vers la faible lueur d'une lanterne. Des araignées tisent de nouvelles toiles, leurs fils scintillant comme des fils de soie entre les troncs. Allongé dans votre hamac, la forêt semble se rapprocher. Vous entendez le murmure de la rivière, infini, doux, hypnotique. Vous percevez peut-être le plongeon d'un poisson ou le bruit d'un fruit tombant dans l'eau. Au loin, l'aboiement lointain d'un singe résonne une fois, 2 fois, puis s'éteint. Le ciel nocturne au-dessus de la canopée est stupéfiant, une myriade d'étoiles parsemant un dôme d'un noir velouté. Presque exempte de pollution lumineuse, la Voie lactée brille comme une fumée et les constellations se déplacent au gré des nuages. On se souvient alors qu'on se trouve au cœur même des poumons de la planète, là où la moitié de l'oxygène terrestre entame son cycle silencieux. Il existe ici une forme de réflexion unique, où le bruit humain s'estompe. On prend alors conscience de sa petitesse et de l'interconnexion du monde. Chaque gazouillis, chaque bourdonnement, chaque ondulation nous rappelle que la vie ne s'arrête pas quand nous dormons. Elle prospère durant les heures invisibles, se construisant, respirant, se poursuivant. À minuit, la jungle se transforme en un immense orchestre, où d'innombrables espèces jouent sans chef d'orchestre ni public, en parfaite harmonie. Au sein de ce paysage sonore, on commence à percevoir une structure, non pas le chaos, mais l'harmonie. Quand l'aube se lève enfin, elle ne fait pas taire la nuit, elle se fond simplement avec elle. La forêt ne dort jamais vraiment, elle ne fait que changer de rythme. Et tandis que la lumière perce à nouveau la brume, on comprend qu'en Amazonie, même le silence est vivant niché dans les Andes méridionales équatoriennes, Cuenca se niche dans une large vallée montagneuse où 4 rivières serpentent entre des rues pavées et des toits de tuiles rouges. À 2560 mètres d'altitude, cette ville semble hors du temps, élégante sans prétention, chargée d'histoire sans être figée. Fondée en 1557 par les Espagnols sur les vestiges de l'établissement Inca de Tombamba, Cuenca s'est développée comme un centre artistique, religieux et intellectuel. Aujourd'hui, c'est l'une des villes coloniales les mieux préservées d'Amérique du Sud. Son centre historique étant inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. On comprend pourquoi, dès qu'on arpente ces vieilles rues, façades blanchies à la chaux, balcons ornés et coupoles d'églises se dressent de toutes parts, encadrés par les pentes verdoyantes des Andes. Le cœur de Cuenca bat autour du parc Calderon, une place arborée où les habitants se retrouvent pour bavarder sous d'immenses palmiers. Face à elle se dresse la cathédrale nouvelle, emblème architectural avec ses dômes bleus et blancs qui scintillent au soleil. Construite sur près d'un siècle, ses sols en marbre et ses vitraux témoignent à la fois de l'influence européenne et du savoir-faire équatorien juste en face. De l'autre côté de la place, l'ancienne cathédrale abrite aujourd'hui un musée, conservant des fresques et des autels en bois datant de la fondation de la ville. À quelques pas de là, le rythme de Cuenca se dévoile. Les terrasses des cafés débordent sur les trottoirs étroits, où les étudiants sirotent leur café et les habitants plus âgés lisent le journal comme si le temps s'était suspendu. Des ateliers d'artisans bordent des rues comme la Cale Larga et El Barranco, la promenade qui longe la rivière. Ici, le doux murmure du fleuve Tomebamba reflète le tempérament de Cuenca. Calme, imperturbable, d'une fierté discrète. Les marches de pierre qui longent ses rives invitent à la détente et au spectacle de la vie. Des enfants qui courent après les pigeons, des vendeurs de maïs grillés et le doux écho des cloches de l'église qui sonnent l'heure. Au-delà de son architecture, l'âme de Cuenca réside dans ses traditions artisanales. C'est le berceau du fameux chapeau Panama, un nom issu de l'histoire et non de la géographie. Ces fins chapeaux de paille toquilla, tissés à la main, sont fabriqués dans les villages voisins comme Sig-Zig et Montecristi, et Cuenca demeure le centre névralgique de leur production.
En visitant un atelier, on découvre le processus méticuleux. Tissage, blanchiment, façonnage, un art transmis de génération en génération. Ici aussi, la culture circule librement. Le musée Pumapungo offre un aperçu du patrimoine Inca et Cañari, avec des vestiges de temples antiques situés juste derrière ces galeries modernes. Les fêtes de la ville, de la fête Dieu à la fête de l'indépendance en novembre, animent les rues de feux d'artifice, de friandises et de fanfares, mêlant religion, musique et joie de la manière la plus équatorienne qui soit. À la tombée du jour, Cuenca se pare d'or. La lumière caresse les toits de tuiles et les façades des bâtiments centenaires. Les habitants flânent le long du fleuve. Des guitares résonnent doucement dans les cours intérieures. Cette ville est intime. Un équilibre subtil entre tradition et confort, entre patrimoine et modernité. Cuenca n'est pas un musée. C'est une ville vivante où l'histoire respire encore. Où chaque pierre et chaque chanson vous rappellent que l'élégance peut être discrète et l'intemporalité naturelle. À Cuenca, l'art ne se limite pas aux galeries. Il vit entre les mains des artisans. Partout dans la ville, derrière des portes en bois et dans des cours intérieures fleuries de géraniums, on perçoit le doux rythme de l'artisanat. Le crissement du ciseau, le sifflement du four, le ronronnement d'une machine à coudre. Ces sons forment le cœur discret de Cuenca, une ville où la tradition se perpétue au quotidien. Le plus célèbre de ces produits artisanaux est sans conteste le chapeau de paille toquilla, connu dans le monde entier, à tort, sous le nom de Panama. Cette appellation erronée remonte au début du XXe siècle, lorsque ces chapeaux équatoriens furent exportés au Panama et devinrent populaires auprès des ouvriers des canaux et des dignitaires de passage, dont le président Theodore Roosevelt. Mais leur véritable berceau se trouve ici, dans les vallées andines autour de Cuenca, où l'air humide et le savoir-faire des tisserands façonnent chaque chapeau avec soin. Dans un petit atelier, vous pourriez rencontrer Doña Maria, une tisseuse experte originaire de Sigue-Sigue, non loin de là. Elle commence à l'aube, séparant les fibres pâles de toquilla et les humidifiant pour qu'elles restent souples. Ses doigts se meuvent avec une précision experte, tissant du centre vers l'extérieur, un processus qui peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines, selon la finesse du tissage. En ville, les artisans peaufinent ces chapeaux, blanchiment, repassage et mise en forme sur des moules en bois. L'air est imprégné d'une odeur de vapeur tandis que les bords sont repassés. Les visiteurs peuvent observer l'ensemble du processus dans des coopératives comme Homero Ortega, l'un des plus anciens ateliers de Cuenca, où chaque chapeau est encore fini à la main et porte l'étiquette du nom de son fabricant. Mais l'artisanat de Cuenca ne se limite pas à la paille. Dans le quartier de Barranco, des ateliers de céramique produisent des poteries inspirées des motifs anciens Cañari et Inca. L'argile, extraite des collines environnantes, est modelée en vases et en carreaux qui racontent des histoires locales avec des oiseaux stylisés, des montagnes et des soleils peints dans des tons rouges et noirs terreux. Les fours de cuisson, toujours alimentés au bois, confèrent aux pièces leur éclat rustique caractéristique. La joaillerie, elle aussi, est profondément ancrée dans la tradition. Les orfèvres et argentiers de San Roque perpétuent les techniques introduites à l'époque coloniale, confectionnant des boucles d'oreilles en filigrane et de délicats chapelets. Dans d'étroites ruelles, leurs ateliers s'illuminent à la lueur des lampes. De petites torches crépitent tandis qu'ils soudent du fil d'argent pour créer des motifs d'une finesse extrême. Nombre de ces familles exercent le même métier depuis des générations. Pour les voyageurs, la visite de ces artisans est bien plus qu'une simple séance de shopping. C'est une immersion dans la manière dont Cuenca préserve son identité à travers la création. Chaque pièce reflète un lien à la terre et aux origines. Un dialogue entre passé et présent. Ce ne sont pas de simples souvenirs, ce sont des prolongements de la mémoire.
Au moment de votre départ, vous tiendrez peut-être entre vos mains un chapeau ou un bol en céramique. Mais ce qui restera gravé en vous, c'est le sentiment d'avoir rencontré des gens qui transforment la matière première en patrimoine. À Cuenca, l'art n'est pas un objet. C'est un mode de vie. Tissé, fil après fil, trait après trait, étincelle après étincelle. À seulement 30 km à l'ouest de Cuenca, la route grimpe abruptement et plonge dans un monde de silence et de brume, le parc national de Cajas, l'une des plus belles réserves montagneuses d'Équateur. En moins d'une heure, la douce vallée laisse place à un paysage alpin de paramo vallonnés, de lagunes aux eaux cristallines et de pics escarpés qui semblent flotter dans les nuages. À des altitudes variant de 3000 à plus de 4400 mètres, Cajas donne l'impression d'être sur une autre planète. L'air y est raréfié et vif, imprégné d'un léger parfum de mousse et de pierres humides. Plus de 200 lacs glaciaires parsèment ces 29 000 hectares, reliés par d'étroits ruisseaux qui alimentent les rivières de Cuenca en contrebas. Vu du ciel, le parc ressemble à une mosaïque de miroirs bleus, chaque virage du sentier dévoilant un nouveau reflet. Le nom Cajas vient du mot quechua Caxas, qui signifie « porte des neiges », et il lui sied à merveille. Il y a des siècles, cette région faisait partie de la route Inca qui reliait les hauts plateaux à la côte. Aujourd'hui, c'est un paradis pour les randonneurs et les ornithologues, un paysage protégé où la nature règne en maître. L'un des itinéraires les plus accessibles débute à la Laguna Toreadora, principal point d'entrée du parc. Des passerelles en bois serpentent entre les plantes en coussin et les arbustes de Chuquiragua, la robuste fleur des Andes. Des canards des montagnes glissent silencieusement sur la surface du lac tandis que des colibris géants virevoltent entre les buissons, leurs ailes scintillant comme du verre. Avec un peu de chance, vous apercevrez peut-être un ours à lunettes au loin ou entendrez le cri du condor des Andes planant dans le ciel. Ici, le temps change à chaque instant. Une matinée ensoleillée peut se transformer en brouillard en quelques secondes. Les arcs-en-ciel apparaissent et disparaissent aussitôt. La température dépasse rarement les 12 degrés Celsius et l'air est saturé d'humidité, témoignant du rôle crucial de cette région dans la production d'eau du sud de l'Équateur. L'écosystème du Páramo agit comme une éponge, absorbant la pluie et la restituant lentement pour alimenter les rivières qui irriguent Cuenca et ses environs. La randonnée à Cajas est à la fois paisible et exigeante. L'altitude rend chaque respiration perceptible, mais la récompense est la solitude, de vastes vallées balayées par le vent où le silence semble vivant. Des sentiers comme celui de la Laguna Laviuco offrent des promenades plus courtes à travers des zones humides peuplées de foulques et de fleurs sauvages, tandis que les randonneurs expérimentés peuvent s'aventurer jusqu'à Trecruz, le point culminant de l'ancien chemin Inca, d'où la vue s'étend jusqu'au Pacifique par temps clair. Pour les visiteurs, il est préférable de venir préparer vêtements chauds, bottes imperméables et prudence face à la météo imprévisible. Les guides locaux peuvent non seulement indiquer des itinéraires sûrs, mais aussi partager des histoires sur les esprits des montagnes, les bergers qui sillonnent encore les plaines et la façon dont les habitants interprètent les nuages pour prédire la pluie. Debout au bord d'un lagon silencieux, votre reflet ondulant sous le vent, on comprend aisément pourquoi Cajas semble sacré. Ici, les Andes dévoilent un autre visage, non pas ardent ou volcanique, mais froid, pur et infini. Après des jours passés dans l'air raréfié et le silence des montagnes, Guayaquil semble appartenir à un autre monde. La plus grande ville d'Équateur vous accueille avec une chaleur humide, une lumière tropicale et une énergie débordante. Là où les Andes rencontrent enfin le Pacifique. Principal port du pays, Guayaquil est le cœur économique et commercial de l'Équateur. Un lieu où convergent une grande partie de son histoire, de son commerce et de sa culture moderne. La ville s'étend le long du large fleuve Guayas, voie navigable qui a façonné son caractère pendant des siècles fondée au XVIe siècle,
Guayaquil s'est développé comme centre de construction navale et d'exportation, d'abord de cacao, puis de bananes et de café. Aujourd'hui, c'est une métropole de tours de verre, de parcs riverains et d'avenues animées qui ne semble jamais s'arrêter. Pourtant, derrière cette architecture moderne se cache une histoire de renaissance. Guayaquil s'est métamorphosé d'un port autrefois chaotique en une ville dynamique et accueillante, qui conjugue avec brio commerce et créativité. Le meilleur endroit pour ressentir cette transformation est le Malecón 2000. Une promenade de 2,5 km en bord de rivière qui a redéfini le rapport de la ville à l'eau bordée de jardins tropicaux, de fontaines et de sculptures. C'est un lieu de promenade prisé des familles au coucher du soleil, où les vendeurs proposent de l'eau de coco et où la musique s'échappe des terrasses de café. On peut retracer l'histoire de Guayaquil à travers ses monuments, de la tour de l'horloge Torre Morisca au monument Rotonda, où les statues de Bolivar et de San Martín commémorent la rencontre de deux libérateurs sud-américains. Lorsque la chaleur s'atténue en soirée, suivez la promenade vers le nord jusqu'à Las Peñas, le quartier le plus coloré de la ville. Bâti sur une colline dominant le fleuve, il se compose d'un ensemble de maisons en bois aux couleurs vives, de ruelles pavées et d'ateliers d'artistes. Chaque marche d'escalier, au nombre de 444, mène à une nouvelle fresque, une galerie ou un petit café. Au sommet se dresse le Cerro Santa Ana, couronné d'un phare et d'une chapelle, offrant une vue panoramique sur le delta du Guayas qui scintille en contrebas. La nuit, la colline s'illumine d'une douce lumière et les sons de la salsa et les rires s'échappent des fenêtres ouvertes. Mais le charme de Guayaquil ne réside pas seulement dans ses paysages. Il réside aussi dans l'énergie qui anime ses rues. L'air vibre du vrombissement des bus, des cris des vendeurs ambulants proposant des chips de plantain et des tranches de mangue fraîches et du rythme effréné de la vie, empreint de joie. C'est une ville d'entrepreneurs, d'artistes et de rêveurs. Un lieu où l'on construit, où l'on peint et où l'on s'exprime sans cesse. Dans le parc Séminario voisin, plus connu sous le nom de Parc des Iguanes, des dizaines d'iguanes verts déambulent librement entre les bancs et les palmiers, se prélassant paresseusement sous le soleil tropical tandis que des employés de bureau déjeunent à proximité. C'est le symbole parfait de Guayaquil, à la fois sauvage et urbaine, où nature et vie citadine coexistent sans frontières. Guayaquil n'a peut-être pas le calme colonial de Cuenca, ni le caractère spectaculaire de Quito, mais elle possède quelque chose de tout à fait différent, le dynamisme. C'est l'équateur en mouvement, chaud, vibrant et ouvert sur la mer. De là, les navires partent pour le Pacifique et les voyageurs mettent le cap à l'ouest vers l'une des plus grandes merveilles de la planète, les îles Galapagos. La première chose qui frappe lorsqu'on arrive sur la côte équatorienne, ce n'est pas seulement la chaleur, c'est aussi les odeurs de la cuisine. L'huile de coco crépite dans les poêles, le poisson grillé fume sur les étals de plage, les citrons verts s'ouvrent, leur parfum frais et intense embaumant l'air. Le long du littoral pacifique, de Manta à Guayaquil et au-delà, la gastronomie est la seconde langue du pays, généreuse, savoureuse et profondément liée à la mer. Ici, chaque plat reflète l'âme de la région, ingénieuse, chaleureuse et fière de sa richesse tropicale. L'un des mets locaux les plus appréciés est l'encebolado. Une soupe de poisson fumante que de nombreux Équatoriens considèrent comme un remède miracle préparé avec du thon, du manioc, de l'oignon rouge et du jus de citron. Elle est à la fois consistante et rafraîchissante, un mélange de sel marin et d'acidité citronnée, servie avec du pop-corn ou des bananes plantain frites. Les Équatoriens la dégustent au petit déjeuner, après une longue nuit ou sous le soleil de midi, toujours accompagnée d'une boisson fraîche et en bonne compagnie. Vient ensuite le ceviche, plat emblématique de la côte, frais, vif,
et plein de saveurs. En Équateur, le ceviche n'est pas du poisson cru mariné pendant des heures, comme au Pérou. Il s'agit plutôt de crevettes ou de poissons légèrement cuits, servis dans un bouillon acidulé à la tomate et au citron vert, garni d'oignons, de coriandre et parfois de chips de plantain vert. Sur chaque plage ou marché portuaire, on trouve des gens rassemblés autour de petits stands, pressant du citron vert et mélangeant le bouillon à la cuillère, les yeux mi-clos de satisfaction. Le rythme de la cuisine épouse celui de la mer, rapide, vif et plein de contrastes. Le lait de coco sublime les ragoûts de crabe et de crevettes. Les bananes plantain vertes sont frites en pâte à cône ou réduites en purée pour en faire des bolognes, boulettes denses mélangées à du fromage ou du chicharron. Les saveurs se superposent sans jamais être compliquées. Une cuisine qui vous réconforte, même loin de chez vous. En s'enfonçant dans les terres, la carte culinaire de la côte s'étend jusqu'aux plantations qui la nourrissent. Les cacaoyères du littoral équatorien comptent parmi les plus anciennes du monde et produisent ce que beaucoup considèrent comme le cacao aromatique par excellence. L'air y embaume la terre et les fruits. Les cabosses, aux teintes ambrées et pourpres, pendent lourdement des arbres. À l'ouverture, la pulpe blanche qui entoure les fèves révèle une saveur douce et florale, rappelant que l'histoire du chocolat ne commence pas dans les usines, mais bien en forêt. Les visiteurs peuvent explorer de petites exploitations familiales et observer les différentes étapes de la transformation du cacao. Fermentation, séchage, torréfaction, un produit à la fois universel et profondément ancré dans son terroir. Tout le long de la côte, la nourriture crée du lien. Les familles mangent ensemble sur des chaises en plastique au bord de la mer. Les pêcheurs ramènent la pêche du matin tandis que les enfants courent pieds nus sur les quais. Il n'y a pas de séparation entre la terre, l'eau et la table. Tout est frais, local et préparé avec fierté. Goûter à la côte équatorienne, c'est goûter à son identité, un mélange de racines indigènes, de rythmes africains et d'influences espagnoles, le tout façonné par l'air marin et le soleil. Ici, la saveur est un souvenir, et chaque repas est une invitation à prolonger le plaisir au bord de l'océan. Sur la côte pacifique équatorienne, là où la route de Guayaquil rejoint l'océan, Montañita se fait remarquer bien avant votre arrivée. Planches de surf sur les motos, musique s'échappant des bars de plage et fresques de vagues ornant chaque mur. Ancien village de pêcheurs paisibles, Montañita est devenue la capitale équatorienne du surf et un lieu de prédilection pour les voyageurs en quête de soleil, d'océan et de rythme. En journée, la mer est reine. La plage s'étend à perte de vue, dorée et majestueuse, encadrée de falaises à chaque extrémité. Les vagues déferlent, longues et régulières, idéales pour les débutants dans les eaux peu profondes et pour les surfeurs confirmés qui s'aventurent plus au large, guettant la vague parfaite. Locaux et étrangers se partagent l'eau. Jeunes surfeurs de Guayaquil, routards chiliens ou français, enfants apprenant l'équilibre sous l'œil attentif de leur moniteur. Les planches de surf alignées sur le sable donnent au lieu son âme, un mélange de sport, d'art et de liberté. L'océan donne le rythme, mais Montañita ne ralentit jamais vraiment. Après le coucher du soleil, quand les planches de surf sèchent contre les palmiers, le village se métamorphose. La rue principale s'anime de musique, d'étals de nourriture et de rires. Les grillades exhalent des effluves de fruits de mer et d'arpa, tandis que le reggaeton et le rock résonnent dans les bars, se mêlant en une seule et même bande-son. Les voyageurs se retrouvent pieds nus sur le sable, échangeant leurs récits de surf du jour sous des guirlandes lumineuses colorées. Montañita ne cache pas son énergie. Des artistes de rue proposent des spectacles de feu, des vendeurs ambulants proposent des cocktails de fruits et des bijoux artisanaux, et les auberges de jeunesse regorgent de conversations venues des quatre coins du monde. Pourtant, derrière cette ambiance festive, Montañita a su préserver son âme. Les pêcheurs prennent toujours la mer à l'aube, et de nombreuses familles louent des chambres ou gèrent des écoles de surf.
Ici, le tourisme est à la fois un moyen de subsistance et un pilier de la communauté. Au-delà de l'artère principale, des coins plus tranquilles vous attendent. Une courte marche vers le nord vous mènera à la Punta, une pointe rocheuse prisée des surfeurs confirmés et de ceux qui souhaitent simplement admirer le coucher du soleil en toute sérénité. Le panorama est un véritable spectacle du Pacifique. La lumière orangée se fond dans l'eau violette, les pélicans planent au ras du sol et le bruit incessant des vagues déferle. L'évolution de la ville reflète l'esprit côtier de l'Équateur, ouvert, accueillant et adaptable. À Montañita, on croise des gens venus pour une semaine et qui y restent des années. Des artistes qui peignent entre 2 sessions de surf, des chefs qui ont transformé les envies des voyageurs en restaurants de plage. C'est un lieu où les histoires arrivent comme la marée et laissent leur empreinte sur le sable. Montañita est peut-être petite, mais elle recèle quelque chose de plus grand. La sensation que la vie peut être simple si l'on se laisse porter par le rythme de l'océan. Le sel reste sur la peau, la musique dans la tête, et quand on repart enfin, le seul vrai projet est d'y revenir. À près de 1000 km des côtes équatoriennes, éparpillées dans le Pacifique comme de sombres joyaux, se trouvent les îles Galapagos, un lieu qui semble moins découvert qu'imaginé. Leur isolement en a fait un laboratoire vivant, où la nature dicte ses propres règles et où l'évolution se déploie au grand jour. L'archipel se compose de 13 îles principales et de plus de 100 îlots et rochers nés d'une éruption volcanique. Il y a des millions d'années. Ici, la croûte terrestre repose sur un point chaud en constante activité. La roche en fusion remonte à la surface, formant de nouvelles îles, tandis que les plus anciennes dérivent lentement vers l'est et s'érodent pour rejoindre la mer. On peut marcher sur des champs de lave figés à un endroit et, à quelques minutes en bateau, découvrir des plages de sable blanc et fin où des lions de mer se prélassent au soleil. Chaque île raconte une histoire géologique différente. Isabella, la plus grande, façonnée par 6 volcans encore actifs sous la surface. Fernandina, la plus jeune et la plus vierge, où le sol fume encore après les éruptions. Et San Cristobal, Santa Cruz et Floreana, les plus habitées, où la vie a appris à coexister entre la nature sauvage et l'homme. Lorsque Charles Darwin arriva ici en 1835 à bord du HMS Beagle, il fut frappé non par la beauté, mais par la différence. Des pinsons au bec de formes variées, des tortues dont la carapace épousait le relief de leur île, des iguanes marins nageant comme des reptiles d'une autre époque. Ces petits détails allaient façonner sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle, changeant radicalement la façon dont l'humanité appréhende la vie. Parcourir ces îles, c'est retracer les étapes de cette révélation, ressentir comment la curiosité peut se muer en émerveillement. Le voyage vers les Galapagos commence par un vol, généralement au départ de Quito ou de Guayaquil, avec atterrissage sur l'île de Baltra ou celle de San Cristobal. Les visiteurs pénètrent alors dans un monde protégé par le parc national et la réserve marine d'Équateur, l'une des zones de conservation les plus strictes au monde. Avant de fouler le sol des îles, les voyageurs doivent s'acquitter d'un droit d'entrée, se soumettre à des contrôles de biosécurité, s'abstenir d'apporter des graines, des fruits ou de la terre étrangère, et assister à des séances d'information sur les bonnes pratiques à adopter. Seulement 3% environ de la superficie des îles est habitée. Le reste appartient entièrement à la nature. Les sentiers sont balisés. Les guides sont obligatoires dans la plupart des zones et les bateaux suivent des itinéraires réglementés pour éviter la surfréquentation. Ces règles ne sont pas des restrictions, elles sont ce qui permet aux Galapagos de rester les Galapagos. Chaque empreinte est soigneusement surveillée afin que les tortues géantes puissent continuer à croiser le chemin des visiteurs dans un siècle. Les îles continuent d'évoluer, tout comme les voyageurs qui les découvrent. Pour beaucoup, les Galapagos ne sont pas qu'une simple destination.
Elles sont un miroir, reflétant ce que le monde fut et ce qu'il pourrait encore devenir si nous apprenions à écouter le rythme de la Terre. Si les îles Galapagos forment une constellation dispersée, Santa Cruz en est le cœur vibrant, le point de rencontre de la science, de la conservation et de la vie insulaire quotidienne. C'est ici, sur ce cœur volcanique, que la nature sauvage et l'homme trouvent leur équilibre fragile. À l'aube, l'air embaume le sel et le café tandis que Puerto Ayora, la principale ville de l'île, s'éveille. Les pêcheurs poussent leurs charrettes vers les quais, les otaries se prélassent nonchalamment près des bancs et les pélicans attendent patiemment comme des moines les restes de leur petit déjeuner. Ici, pas de zoo, juste une coexistence harmonieuse en mouvement. À quelques pas de la ville se trouve la station de recherche Charles Darwin, fondée en 1964 pour préserver les écosystèmes fragiles de l'archipel. À l'intérieur, une douce effervescence règne. Scientifiques et bénévoles locaux travaillent côte à côte, prenant soin des légendaires tortues géantes, ces monarques à la démarche lente qui ont donné leur nom aux îles. Dans des enclos ombragés, de jeunes tortues, pas plus grosses qu'une mangue, grignotent tranquillement des feuilles, destinées un jour à parcourir les pentes sauvages de leurs îles natales. C'est ici que Georges le Solitaire, dernier représentant de son espèce sur l'île Pinta, a passé ses dernières années, symbole à la fois de perte et d'engagement. Sa statue empaillée nous rappelle que la conservation n'est pas une question de nostalgie, mais de responsabilité. Chaque coquillage, chaque empreinte, porte en lui une histoire de résilience qui continue de s'écrire. Aux abords de la gare, des sentiers serpentent à travers des champs de lave et des zones arides où des cactus s'élancent vers le ciel et où des pinsons virevoltent entre les épines. Un trajet en voiture vers l'intérieur des terres révèle un tout autre monde. Los Gemelos, deux immenses gouffres volcaniques drapés de brume et de forêts de scalésia, où les pinsons de Darwin voltigent encore parmi les branches couvertes de mousse. Mais Santa Cruz n'est pas seulement synonyme de science, c'est aussi une question d'âme. Le long de la côte, la baie de Tortuga s'étend sur des kilomètres. Un croissant de sable blanc où les vagues turquoises déferlent comme des soupirs ici. Les iguanes marins se prélassent au soleil, leurs écailles noires luisant comme de la pierre polie. Des kayakistes pagayent silencieusement sur le lagon, tandis que des fous à pieds bleus plongent comme des flèches dans la mer. Le rythme de l'île vous apaise jusqu'à ce que votre respiration se synchronise avec celle de la marée. Plus à l'ouest, les hauts plateaux offrent des pâturages luxuriants et des forêts de nuages, rappelant que Santa Cruz s'étend du niveau de la mer jusqu'à près de 900 mètres d'altitude, englobant une multitude de microclimats. Les visiteurs peuvent se promener dans des tunnels de lave assez larges pour y tenir debout, explorer des fermes biologiques ou observer des tortues géantes se déplacer librement dans la végétation, indifférentes au clic des appareils photo qui les suivent. Le soir venu, le port se pare d'or tandis que le soleil se couche derrière les bateaux ancrés. Les voyageurs échangent des anecdotes autour de poissons grillés et de jus de fruits de la passion. Et au loin, une frégate se découpe sur la lumière déclinante. Santa Cruz, on comprend ce qui fait vivre les Galapagos. Non seulement la faune et la flore, mais aussi la complicité discrète qui les unit. Cette île n'est pas une simple étape du voyage, elle est le cœur battant qui nourrit la magie de l'archipel. Si Santa Cruz est le cœur des Galapagos, Isabela et Fernandina en sont l'âme sauvage. Brute, isolée et frémissante sous la surface de la terre. Ces îles, nées du feu, le respirent encore. On le ressent dans la lave noircie sous nos pieds, dans le sifflement des fumerolles et dans la façon dont la terre semble se souvenir de chaque éruption. Isabela, la plus grande île de l'archipel, s'est formée par 6 volcans qui ont émergé séparément de la mer avant de fusionner. Telle une carte vivante de la création vue du ciel, elle ressemble à un hippocampe géant s'étendant à travers le Pacifique,
sa crête étant parsemée de pics volcaniques comme la Sierra Negra et le Wolf. L'île est immense et pourtant intime, sillonnée de sentiers sinueux, de mangroves et de lagunes peu profondes, où les flamants roses se dressent comme des points d'exclamation roses sur la cendre grise. À Sierra Negra, l'un des volcans actifs les plus accessibles au monde, les randonneurs longent le rebord d'une caldeira de près de 10 km de diamètre. Le panorama s'ouvre sur un monde lunaire, immense, craquelé et vibrant de chaleur. Une odeur de soufre flotte dans l'air et, si l'on tend l'oreille, l'île semble murmurer son passé géologique. Éruption après éruption, création après destruction. Le long de la côte ouest, la mer devient le théâtre principal. Ici, les manchots des Galapagos, les seuls manchots présents au nord de l'équateur, filent à travers les eaux froides et riches en nutriments du courant de Humboldt. Ils partagent les rivages rocheux avec les iguanes marins, créatures ancestrales qui plongent sans crainte dans les vagues, broutant les algues comme des reptiles d'un autre temps. Sur la lave noire, les otaries se prélassent entre les fissures, joueuses et insouciantes souveraines du rivage. De l'autre côté de l'étroit détroit de Bolivar se trouve Fernandina, la plus jeune et la plus préservée des îles. C'est une nature sauvage et intacte, sans aucune habitation, sans route, où la vie se déroule au rythme de la nature. Le volcan. La Quimbre, toujours actif, domine le paysage. Lors de ces éruptions, des rivières de feu se jettent dans l'océan, soulevant des nuages de vapeur qui nous rappellent que ce monde est encore en train de s'écrire. Atterrir ici, c'est comme plonger dans la mémoire de la planète. Le sol est rugueux et neuf, encore en train de refroidir. L'air exhale une légère odeur métallique. Des cormorans incapables de voler sèchent leurs ailes au soleil, ailes que l'évolution a troquées contre la maîtrise du monde sous-marin. Des tortues marines glissent dans les eaux peu profondes et des iguanes marins nichent près du bord de la lave, leurs écailles noires se camouflant sur la pierre. Sous la surface, un autre monde se dévoile. Plonger ici, que ce soit avec ou sans tuba, c'est comme se laisser porter par un tableau vivant. Des hippocampes se nichent parmi les coraux, des raies glissent comme des ombres et des requins de récifs se faufilent entre les arches volcaniques. Au loin, on peut entendre l'écho des dauphins ou apercevoir le scintillement fugace d'une tortue marine. Le Pacifique, vibrant et vibrant, reflète la nature sauvage des terres environnantes. Au crépuscule, l'horizon s'embrase d'or et d'orange, le feu rencontrant à nouveau l'eau. Il reste quelques rares endroits où la terre semble si jeune, si intacte. À Isabela et Fernandina, on se souvient que la vie ne se contente pas de s'adapter au changement, elle naît de lui. Les îles Galapagos sont un musée à ciel ouvert qui accueille des visiteurs chaque jour. Près de 300 000 voyageurs s'y rendent chaque année, attirés par le même mystère qui a jadis fasciné Darwin. L'équilibre repose sur des limites. Le tourisme dans l'archipel est rigoureusement encadré par la direction du Parc national des Galapagos et la Fondation Charles Darwin, qui contrôle chaque guide agréé, chaque itinéraire et le nombre de visiteurs. Environ 97% du territoire des îles est protégé. Pas d'hôtel, pas de route, aucune présence humaine permanente. Les 3% restants abritent les zones habitées. Santa Cruz, San Cristobal, Isabela et Floreana. Même là, l'expansion est strictement contrôlée. Chaque site touristique dispose de sentiers balisés, garantissant que les visiteurs restent des observateurs et non des intrus. Les règles sont simples mais strictes. Interdiction de toucher les animaux, de manger sur les sentiers et de rapporter des souvenirs de la nature. Les déchets sont ramenés sur le continent et les bateaux doivent suivre des itinéraires approuvés afin d'éviter la surpopulation sur une même île. Ces mesures ne relèvent pas de la simple bureaucratie. Ce sont des stratégies de survie.
L'écosystème des Galapagos est si isolé qu'une seule espèce invasive ou un acte d'inattention peut le faire basculer. Autrefois, les chèvres ravageaient la végétation de plusieurs îles et les rats introduits menaçaient les oiseaux nicheurs, jusqu'à ce que d'importantes campagnes de restauration permettent d'enrayer les dégâts. Les quelques 30 000 habitants locaux sont au cœur de cette équation délicate. Leurs moyens de subsistance dépendent du tourisme, mais leur avenir repose sur la conservation. Ces dernières années, l'accent a été mis sur un tourisme communautaire durable, impliquant les populations locales dans la protection des terres et des mers qui les font vivre. Les gîtes familiaux, les visites guidées par des résidents certifiés et la pêche artisanale soumise à des quotas stricts remplacent les modèles de tourisme de masse. L'éducation joue un rôle discret mais essentiel. Dès leur plus jeune âge, les enfants des écoles des Galapagos découvrent les espèces endémiques, le recyclage et la préservation de l'eau. Des ateliers forment les jeunes au métier de guide naturaliste ou de technicien de conservation, les empêchant ainsi de s'installer sur le continent. Pour beaucoup, protéger les îles n'est pas un métier, c'est une vocation. Même la technologie s'y met. Panneaux solaires, usines de dessalement et véhicules électriques sont testés sur les îles principales afin de réduire la consommation d'énergie fossile. Les Galapagos deviennent un modèle de tourisme à faible impact, démontrant que le respect de l'environnement et le développement économique peuvent coexister, pourvu qu'ils soient conçus dans le même but. Mais cet équilibre demeure fragile. Le changement climatique réchauffe la mer, modifiant les courants qui nourrissent la vie marine. Le plastique continue d'affluer depuis des côtes lointaines. Ces îles nous rappellent que l'isolement n'est plus une protection. Tout est lié. À la tombée de la nuit sur les quais de Puerto Ayora, des pêcheurs réparent leurs filets près des bateaux d'excursion qui s'apprêtent à appareiller. Des pélicans observent la scène du haut des rambardes, indifférents aux lumières. Le tableau semble ordinaire, et pourtant il porte en lui l'essence même des Galapagos. L'homme et la nature partageant l'espace, avec soin et détermination, jour après jour. En Équateur, les distances sont courtes, mais les voyages sont immenses. En quelques centaines de kilomètres, le paysage se métamorphose, passant des plages du Pacifique aux sommets enneigés, des forêts de nuages au bassin amazonien, pour enfin s'étendre jusqu'aux îles volcaniques perdues dans le Pacifique. Rares sont les endroits sur Terre qui offrent une telle diversité sur une si petite superficie, c'est pourquoi l'Équateur se surnomme le pays des 4 mondes. Chaque région est comme un nouveau départ. Dans les Andes, les routes serpentent entre des volcans qui égratignent le ciel. Les agriculteurs y mènent encore leurs lamas à travers les champs de quinoa et de maïs, comme le faisaient leurs ancêtres. Les marchés de ville comme Otavalo regorgent de couleurs chatoyantes et l'air embaume le maïs grillé et l'eucalyptus. En contrebas, l'Amazonie attend. Un labyrinthe vivant de rivières et de feuillages, où l'humidité vous enveloppe comme une seconde peau et où chaque son recèle une créature encore inconnue. À l'ouest, la côte pacifique s'étend à perte de vue, baignée de soleil. Les pêcheurs ramènent la pêche du matin tandis que les surfeurs affrontent les vagues sous le soleil de Montañita. Le front de mer de Guayaquil vibre de vie, preuve que l'histoire de l'Équateur n'est pas seulement celle de la nature, mais aussi celle de la résilience et du renouveau. Et au large, les îles Galapagos se dressent comme le reflet sauvage du pays. Un rappel que l'évolution se poursuit, silencieusement et inlassablement au-delà des paysages et des latitudes. Ce sont les gens qui unissent ces mondes. Dans les villages de montagne, les communautés de la forêt tropicale, les villes côtières, chacun porte en soi un profond sentiment d'appartenance à la terre. On le perçoit dans le mélange de quichua, d'espagnol et de chouar, qui imprègne les conversations. Dans la musique qui oscille entre flûtes de bambou et marimbas, et dans le respect serein témoigné aux montagnes, aux rivières et aux forêts. Les Équatoriens ne vivent pas seulement dans la nature, ils vivent en harmonie avec elle. Pour les voyageurs,
C'est ce qui rend l'Équateur inoubliable. Ce n'est pas seulement ce que l'on voit, mais aussi la proximité de tout. Les visages, les paysages, le ciel lui-même. Un jour, on longe l'Équateur. Le lendemain, on pagaie sur l'Amazone où on se tient au bord d'un volcan. À chaque virage, un nouveau contraste s'offre à nous. Une nouvelle raison de s'arrêter et de contempler le paysage. Et pourtant, malgré toute sa diversité, l'Équateur demeure uni par un même rythme, celui de l'équilibre. Entre altitude et niveau de la mer, tradition et modernité, exploration et préservation. C'est un petit pays, certes, mais un pays qui reflète la planète en miniature. Un monde entier condensé dans un seul horizon. Alors que le soleil se couche sur le Pacifique et que les silhouettes des Andes s'estompent derrière les nuages, on commence à comprendre toute la richesse de ce pays. Non seulement la beauté, mais aussi une nouvelle perspective. En Équateur, chaque voyage, aussi court soit-il, semble infini.